Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au nouvel épisode de podcast de Laine et Tricot. Nous sommes à la Naë, la boutique de laine, ma boutique de laine à Grenoble et qui existe aussi en ligne pour les nouveaux, les nouvelles qui passeraient par ici pour la première fois. Pour les personnes d'ailleurs qui suivent depuis un moment, merci toujours d'être là, d'accompagner la création de la boutique, de faire partie de cette communauté très chouette qu'on a créée là depuis 5 ans. Donc voilà, je le dis pas tout le temps, mais aujourd'hui j'avais envie de vous remercier pour le soutien. Donc voilà. Gros épisode aujourd'hui parce que pour la petite anecdote, j'ai tourné le podcast il y a un peu moins, il y a 10 jours à peu près, et j'avais pas eu le temps, pas trop de motivation, puis j'avais pas vraiment beaucoup de projets finis ou de choses à vous montrer, enfin, du moins c'est ce que j'avais l'impression. Bref, j'ai mis du temps à tourner le podcast d'octobre. Je l'ai tourné en me disant je vais m'acheter un nouveau micro, ça va me motiver, etc. Avoir un petit gadget qui en plus ferait que le son soit meilleur, tout ça, tout ça. Puis je me suis acheté le micro. J'ai fait mon épisode. Et à la moitié de l'épisode, le son était insupportable. En fait, ça grésillait. Le micro avait introduit des grésillements. Et c'était insupportable, je pouvais pas publier ça, donc j'ai dû attendre à avoir le temps d'enregistrer le podcast, parce que comme je suis contrainte à être en boutique, mais pas dans des horaires de boutique, mais qu'il soit pas le week-end non plus, parce que j'ai pas envie de tourner ça le week-end, de venir ici, etc. Donc, ce qui est compréhensible, hein, je passe toute ma semaine, je passe plus de presque 50 heures par semaine en boutique, donc j'ai aussi un peu envie de me reposer et d'être à la maison. Donc bon, voilà, nous voici je crois qu'on est le 16 novembre, le 16 novembre, un mercredi midi, pendant ma pause de midi, pour faire le podcast. Cette fois-ci, j'espère que ça va bien marcher, qu'il n'y aura pas de contraintes autres et que je vais bien pouvoir le publier d'ici la fin de la semaine. Voilà, pour vous montrer un peu et pour vous papoter un peu ce que je vous avais montré sur l'épisode que je n'ai pas présenté, plus que ce que j'ai fait depuis. Donc voilà, c'est parti. Beaucoup de tricot, du filage et aussi à la toute fin, comme d'habitude, des nouveautés de la boutique que j'aimerais vous présenter. Voilà, parce que parfois j'ai l'impression que sur Instagram ou même sur le site, on n'a pas vraiment le temps de présenter bien certains produits, et du coup le podcast c'est aussi l'occasion pour moi de le faire et pour vous d'en apprendre un peu plus. Donc c'est parti, je porte. Alors je porte deux choses tricotées main. Je porte le châle, c'est un châle qui est en boutique mais j'avais un peu froid au cou. Donc je l'ai mis, c'est le châle Malou qu'on a créé en kit en boutique et en boutique en ligne. Donc c'est un châle, c'est ma recette basique du trendy châle. Donc on commence par 3 mailles, c'est un patron qui est donné avec le kit. Donc je peux vous dévoiler les mystères du kit. On monte 3 mailles et on fait 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, et on tricote jusqu'à la fin. Et du coup on fait ça jusqu'à l'épuisement de la laine ou jusqu'à ce que la taille du châle soit bonne. Donc là on a mis 2 pelotes de Malou Light de langue. Donc c'est des pelotes qui sont assez avantageuses parce qu'elles ont 190 mètres pour 50 grammes et elles se tricotent en 4,5-5. Donc c'est quasiment c'est une worsted mais avec un échantillon, avec un métrage presque de fingering. Donc vous voyez, avec 2 pelotes, on a fait ce châle là et les pompons avec ce qui restait de la pelote. Donc voilà, c'est un châle hyper doudou, hyper facile à porter, en mode écharpe un peu. Les pompons sont totalement pas obligatoires, optionnels, donc vous pouvez les faire ou pas. Nous c'était pour pas avoir un reste de laine qui ne servirait à rien. Et ici, mais je crois que ça se voit pas beaucoup, on l'a doublé aussi avec un tout petit fil brillant pour lui donner un tout petit peu de brillance, mais le kit est proposé sans parce que vraiment il se voit pas beaucoup et qu'on n'arrivait pas à le faire ressortir en photo. Donc du coup c'était pas trop la peine de vous présenter un truc alors que vous voyez pas et vous voyez pas l'effet. Mais je pense qu'on le voit là sur le pompon, qu'il y a un petit fil aussi brillant. Bref. Voilà pour notre petit châle. En fait, ça fait partie des kits débutants qu'on a sortis cette année avec Juliette. Et celui-là, c'est Juliette qui l'a tricoté et c'est elle qui a rédigé les explications. Donc voilà. D'ailleurs, dans d'autres, elle a aussi fait le petit... vous le présente parce qu'il est là. On a fait aussi le petit bandeau, aussi en kit. Et c'est fait avec une pelote de cette qualité que j'adore de chez Long, qui est nouvelle de cette année.
Enya, qui est un gros pourcentage d'alpaga. Ouais, c'est 63% alpaga, 37% polyamide. Et avec une pelote, vous pouvez en faire 2. Donc c'est assez avantageux. La pelote est à 10,50 €. Pour 10,50 €, vous avez 2 bandeaux que vous pouvez offrir ou en garder un et offrir un autre. Donc voilà, et pareil, le patron, il est offert avec l'achat de la laine. Je vais vous mettre de toute façon sous la vidéo tous les liens et toutes les infos de tout ça, comme ça vous les retrouverez facilement. En plus, la Enya, elle a de super couleurs et elle est légèrement chinée, donc ça fait. Enfin, c'est une qualité que j'aime beaucoup et j'ai une idée de gilet en tête dans cette qualité-là. Bref, c'est une petite parenthèse de kits débutants. Donc voilà, on a fait 4 kits débutants pour cette année et du coup c'est chouette parce que les personnes qui viennent en boutique, surtout qui aimeraient débuter le tricot, parfois on ne sait pas trop par où commencer, etc. Et le fait de pouvoir acheter la pelote, les aiguilles éventuellement et la laine, du coup ça fait un petit kit facile, on choisit sa couleur et c'est parti. Donc ça c'est pour mon châle. Et pour mon gilet, le voici, c'est le gilet, enfin qui en fait est un pull, c'est le Steam Valley de Elong avec Anna. C'est un pull qu'elle avait sorti en 2019 au moins, si pas 2018, et que j'avais testé pour elle, et moi je l'avais transformé en gilet. Je vous l'ai mis non seulement parce que je l'aime beaucoup, mais je l'ai mis aussi parce que j'ai fait une modification depuis le dernier podcast où je vous disais que j'allais faire cette modification-là. Et quelle est la modification ? Eh bien, j'ai défait les manches et je les ai retricotées. Parce qu'en fait, ce gilet-là, je le portais peu parce que je me sentais un peu engoncée dedans. Et vu que ici, j'avais certainement pas le bon échantillon en termes de rang, il est un peu serré. Et en plus, les manches étaient extrêmement fitées, ce qui faisait que je me sentais un peu serrée dedans. Et en plus, comme c'est la laide Lopi, elle me picotait vraiment beaucoup au niveau des bras et c'était pas un gilet que je trouvais confortable à porter. En retriant et en relavant mes vêtements au printemps, je me suis rendu compte que celui-là, je ne l'avais pas du tout mis de l'année. Je m'étais dit, soit je l'offre, soit je le détricote. J'avais pas vraiment envie de l'offrir parce que c'est un gilet que j'aime beaucoup et c'est le seul gilet foncé que j'ai. J'avais pas envie de le détricoter parce que je ne peux pas le détricoter vu que je l'avais stické, donc il est coupé. Bon, vous le voyez pas à l'intérieur. Enfin, si vous le voyez peut-être un peu. J'avais coupé le gilet, donc j'avais tricoté le pull et après j'avais cousu. Oh là, je vais y arriver. J'avais coupé au milieu, donc je pouvais pas le détricoter et du coup l'idée m'est venue. En fait, je l'ai réessayé et je me suis dit, mais en fait, ce qui va pas, c'est les manches. Elles sont trop serrées. Donc il faudrait que tu les détricotes et que tu les tricotes. Et là, comme j'avais envie de le reporter et que j'avais envie de finir un peu, vous allez voir, je finis en ce moment un peu les vieux trucs. Je me suis lancée, je me suis motivée après le dernier podcast où je vous l'ai montré. Et ça m'a un peu obligée à moi-même de le faire parce que je me suis dit, si je l'ai montré, du coup, ça va m'engager avec moi-même de vous le montrer fini. Sauf que vous l'avez pas vu puisque l'épisode ne s'est jamais publié, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, moi, je me suis motivée et je l'ai fait. Donc j'ai tout simplement, comme c'est un bottom-up, il se tricote du haut vers le bas, j'ai pu défaire les manches entières et je l'ai tricoté jusqu'à la fin du peloton sans diminution. Donc là, c'est des manches droites. Donc vous voyez comme ici, elles étaient déjà serrées, donc ça fait pas des manches très larges, très ballons ni rien. Et je les ai lavées parce que j'avais tricoté directement avec le fil tout frisé, donc ça rétrécissait un peu la taille réelle des manches. Je les ai lavées, j'ai vu à quelle longueur vraiment elles arrivaient, et puis après avec une dernière boulette qui me restait, enfin la fin d'une des pelotes qui me restait d'avoir tricoté ce gilet, j'ai fini mes manches et j'ai fait mes côtes. Donc j'ai fait un rang de diminution et après j'ai fait mes côtes et du coup voilà. Donc ça fait un peu comme les manches de mon dernier Félix Cardigan qui est rose. J'avais fait la même chose, donc manche droite et après ça du coup ça fait des manches légèrement ballonnées. Bon là j'ai pas rebloqué la fin des manches, donc elles sont un peu rigides encore, mais bon j'avais envie de le porter aujourd'hui et vous le montrer. Donc voilà, ça fait un peu des manches ballons mais sans que ce soit des manches énormes. Et là je suis toute à l'aise, je l'ai porté toute la matinée aujourd'hui et je suis très bien, ça me picote pas du tout. Le fait que ce soit pas hyper serré au niveau des manches, ça a changé. Ça a changé tout mon ressenti du gilet. Et là, en plus, je les ai tricotés en 5,5. Non, en 5. Pour que ça fasse un tissu un peu plus souple que le 4,5 du reste du corps, qui est quand même... C'est pas que c'est rigide, mais je trouve que la laide Lopi, elle se prête bien à du 5,5,5, vu que je tricote très serré. Donc, à partir de maintenant, les prochains vêtements, si j'en fais en laide Lopi, je les tricoterai en
en 5, 5,5 et pas du tout en 4,5 comme j'avais fait pour celui-là. Donc voilà, très très contente d'avoir fait ça. J'ai récupéré un vêtement que je ne portais pas, donc c'est génial. Et il y a un autre vêtement que je portais pas du tout, et du coup je l'ai donné à une amie parce que je pensais que... Enfin, parce que ça lui va très bien, c'était sa taille, et voilà, et je savais que j'allais pas le porter. Et pareil, je pouvais pas le détricoter parce que j'avais aussi stické, c'était ma période de stick où je tricotais tous les gilets en rond et je les coupais. Et bah maintenant, je pense que je vais me calmer un peu sur ça. Parce qu'effectivement, on ne peut pas récupérer la laine derrière si jamais le vêtement ne nous plaît plus ou nous va plus, etc. Voilà, donc, et en plus que pour moi personnellement, ça me déplaît pas de tricoter des mailles en verre, donc c'est vrai que si vous aimez pas tricoter la maille en verre, c'est facile, vous tricotez le tout, vous coupez et c'est parti. Mais moi, comme ça me dérange pas, à partir de maintenant, je l'ai fait, enfin depuis, je l'ai fait toujours à plat. Pas cette raison de cycle, mais parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était pas gênant pour moi de tricoter en aller-retour. Donc voilà pour mon Sim Ballet. Rien d'autre à dire, si ce n'est que je l'aime beaucoup et que je suis contente de l'avoir récupéré. Donc voilà. Passons au projet fini. Donc pour les projets finis, je vais introduire une partie de la vidéo de la fois dernière parce que le son était bon et je me suis dit que autant vous présenter parce que moi parfois on le présente une fois, après on oublie tous les détails, etc. Donc je vais vous insérer la petite vidéo de présentation des 2 produits finis. Donc retour au passé et on se dit à tout de suite. Là pour mes tricots, on va passer sans transition à mes projets finis. J'en ai 2. Un que vous connaissez, l'autre que vous n'en avez jamais vu. Pour le projet numéro 1 que j'ai fini, je crois que je l'avais commencé, ou du moins j'avais introduit l'idée, le podcast précédent. Il me semble, il faudrait que je revérifie, mais en tout cas je vais vous le présenter parce qu'il était loin d'être fini. C'est le petit top en mohair qui s'appelle Ghost Whisperer, donc non, je vais pas le traduire en français parce que je sais pas le traduire en français. Donc c'est ce petit top en mohair, je vais me filmer en le portant pour vous montrer ce qu'il donne porté. Qui est un patron de Park Knits. C'est une créatrice américaine. Le patron il est uniquement en anglais il me semble. Et c'est tricoté avec un seul brin de mohair en aiguille 7. Mais moi j'ai tricoté en 6. Parce que je sais pas pourquoi, ou en 6,5, en 6,5 peut-être, et moi je l'ai tricoté en 6. Ça fait un moment que je l'ai fait, donc j'ai plus exactement les détails en tête. J'ai suivi le modèle à la lettre, sauf pour 2 modifications. Donc vous voyez, c'est un pull avec des manches bouffantes, c'est un crop top, mais moi j'ai modifié initialement, donc il se tricote du bas vers le haut, donc on castanne ici, donc on monte les mailles ici et on tricote vers le haut. Quand j'ai tout fini, j'ai constaté qu'il était quand même très cropped. C'est-à-dire que moi, il m'arrivait à peu près là. Étant trop court, je me suis dit, j'ai assez de laine pour faire un petit peplum. Donc j'ai relevé des mailles et fait des augmentations toutes les mailles pour avoir ce peplum-ci, que j'ai fini par un I-cord à 2 mailles. Donc ça me fait ce petit volant, ce petit peplum à la fin que je trouve très élégant. Et du coup, il arrive pile. Donc si je porte un pantalon taille haute, il arrive pile au bouton du pantalon taille haute. Donc ça fait une jolie silhouette. L'autre modification que j'ai faite, c'est que mon I-cord, elle dit, enfin pour le col, elle dit de faire un I-cord avec une aiguille de taille plus grosse pour que ça serre pas trop et qu'on puisse passer la tête. Sauf que moi, en faisant un aiguille avec des aiguilles plus grosses, j'obtenais un I-cord qui était mou et qui tenait pas en place, Enfin, je sais pas, il tombait vers l'extérieur comme ça, c'était pas beau. Donc, contrairement à ce qu'elle a indiqué, moi j'ai descendu de taille d'aiguille pour avoir un I-cord qui soit un peu plus plat, qui s'assoie mieux et qui soit plus joli porté. Voilà, si jamais vous le faites, que vous ayez ça en tête. Et la dernière modification qui n'en est pas une, c'est que j'avais peur de pas avoir assez de laine pour mon petit peplum. Et pour les côtes des manches, j'ai doublé. Il faut doubler le fil pour avoir un tissu un peu plus... qui se tienne mieux. Et moi, je l'ai doublé avec mon reste de mohair de la veste que j'avais tricoté pour mon ami Anouk, donc le Traveler's Cardigan que j'avais tricoté sur le podcast précédent. Donc ça se voit à peine. Je pense que là, peut-être vous le verrez mieux à la lumière artificielle. Mais ça se voit à peine. Je l'ai fait aussi pour la corde du bas, parce que je pensais pas en avoir assez, mais finalement, je pense que j'aurais eu de la laine pour tout. J'ai vu qu'il y a un fil qui traîne là. Ah,
Et voilà, donc je l'ai pas bloqué parce que les trucs avec des laines un peu fluffy comme ça, j'ai tendance à pas les bloquer parce que je trouve que c'est pas très nécessaire. Je le laverai quand j'aurai à le laver. Et je suis en train de voir que j'ai une sorte de maille très écartée ici. Il faut que je reprenne avec un petit fil de mohair. Mais bon, ça c'est bien du relevage de maille. Ok, bon moi, voilà. Je vais vous faire une petite vidéo et comme ça vous le voyez porter. Je l'ai tricoté dans la plus petite... Non, dans la deuxième taille parce que comme j'ai descendu de taille d'aiguille en 6 mm, j'avais pas envie d'avoir quelque chose de trop petit. Donc je l'ai fait en deuxième taille. C'est un patron très clair qui se tricote très bien. Rien à dire, voilà, à part la petite recommandation pour l'icord, donc ajustez et faites pas que ce qu'elle vous dit parce que ça peut faire un icord pas très joli en fonction de comment vous tricotez, mais sans ça, vraiment très sympa. Pour le prochain, bah, je sais qu'il faut que je rajoute 10 cm de corps si jamais je veux pas faire le peplum, et je pense que j'en referai parce que c'est très mignon à porter. Et voilà, parfait pour la mi-saison. Là, je pense que dès qu'il commence à faire froid, ou je le porterai pas. Mais pour la mi-saison, porter un débardeur avec ça, comme ça, en manche courte, j'ai trouvé ça super agréable. Et j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant parce que du coup, je pourrais pas le porter très très longtemps. Mais du coup, pour le printemps, je l'aurai. Et là, s'il refait un peu plus chaud, mais là en boutique, il fait froid rapidement, donc je pense pas que je le porte, mais c'est très chaud, c'est très léger. J'ai utilisé un écheveau entier, quasiment entier, il me reste une petite boule de mohair teint à la main, d'où les nuances, et c'était de la Felicipunto Non, c'était de la mohair de Felicipunto. Le coloris, je l'ai pas apporté, mais je l'ai mis sur mes fiches Ravelry. Et une autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça fait partie, donc c'est mon premier projet de Liberical. Donc Liberical, c'est quoi? C'est un cal, donc un knit à longue, on tricote tous ensemble, des modèles, peu importe ce que vous voulez tricoter, mais avec des laines de la péninsule ibérique. Ça, comme c'est de la laine teinte à la main par Justina qui habite en Espagne, ça en fait partie, donc c'est mon premier projet fini de Liberical. Voilà, le Ghost Whisperer. Le deuxième projet fini que j'ai, c'est un projet que vous n'avez pas vu sur le podcast, que j'ai tricoté assez rapidement et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est un cadeau que m'avait fait mon amie Laura pour mon anniversaire cette année. Donc cette année, elle m'a demandé ce que je voulais. Et je sais que toujours, la période avant les vacances d'été, elle va à Paris passer un week-end. Et elle nous fait nos cadeaux de Noël, pas de Noël, mais d'anniversaire, à celles qui ont les anniversaires après en été. Elle nous achète des trucs à Paris, dans les boutiques de laine à Paris. Donc je lui ai dit, bah écoute, si tu vas au Petit Point parisien, il y a une qualité que j'aimerais bien tester. Donc voilà. Donc elle est allée et elle m'a pris chez les Petits Points parisiens cette qualité-là. Donc c'est la qualité Suri. C'est une laine très épaisse qui fait 200 mètres pour 100 grammes. C'est un mélange de Suri Alpaga, laine et nylon, si ma mémoire est bonne. Je mettrai les références sur ma fiche Ravelry ou sous la barre de description du podcast. Et c'est le coloris Barba Papa. Donc c'est un rose teint à la main. Et je sais pas si ça se verra. Ça se voit pas beaucoup en vrai, mais ça se voit quand même si on fait attention. Il y a des petites nuances plus roses et des petites nuances un peu plus caramel. Enfin, corail, un peu comme ça. Donc, je l'appelle mon pull éponge, parce que ça fait un peu éponge de bain. Vous savez, les sorties de bain, là, en éponge, qu'on avait quand on était... Enfin, pour ma génération, qu'on avait quand on était gamin. Et du coup, j'ai fait ce joli pull éponge. Mais en vrai, je l'adore. Hein. J'adore ce genre de petits vêtements pour la mi-saison, justement. J'étais contente d'avoir mes deux projets finis, là, que j'ai pas mal portés. Et ça, c'est un modèle, je crois que ça s'appelle Benny. C'est une créatrice qui a pas beaucoup de modèles, qui est pas très connue. Et c'est tout simplement un raglan. Pourquoi j'ai acheté ce modèle alors que j'aurais pu le faire moi-même? Et ben parce que j'aime pas trop devoir faire des calculs, et j'aime pas trop devoir... Enfin, j'aime bien, puisque je suis quelqu'un qui travaille qui est dans le métier du tricot, et en plus j'ai un podcast et je parle de ça, j'aime bien mettre en avant les créateurs dont j'utilise les patrons. Et même si j'aurais pu le faire de moi-même en m'inspirant de ce modèle-là, j'ai voulu lui donner la crédibilité qu'elle a d'avoir créé ce modèle, de l'avoir publié, de l'avoir gradé, de l'avoir écrit, etc. Donc j'ai quand même acheté le modèle, même si je le trouve un tout petit peu cher pour ce que c'est. Et du coup, je le dis ici aussi, parce qu'il faut dire aussi les choses qui nous plaisent et qui nous plaisent pas. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que en vrai, en toute simplicité, j'aurais pu le faire moi-même et économiser je crois que c'est 8-10 euros que coûte le patron.
Mais bon, je trouve que dans la position professionnelle dans laquelle je suis aussi, je pense que c'est important de donner la crédibilité aux créateurs. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, c'est avec ou pas, vous le faites vous-même ou pas, vous achetez un autre patron ou pas, c'est un raglan tout simple, vous voyez, assez profond. Moi, j'avais commencé sur une taille, je crois que j'avais commencé sur la deuxième taille, et finalement, j'ai continué jusqu'à ce que le raglan soit suffisamment profond pour moi, sachant que c'est un raglan qui arrive un peu plus bas qu'un gilet classique. Ou un pull classique, donc je l'ai tricoté comme ça, je l'ai fait cropped tel qu'il est indiqué par le patron, même hauteur, même longueur que l'autre pour que ça aille pile sur mon pantalon taille haute, et contrairement au patron, et je vous mettrai bien sûr la photo et la petite vidéo portée, j'ai fait des manches ballon. Elle fait des manches droites, mais des manches droites, moi j'allais me les prendre de partout, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelques diminutions, enfin j'ai fait un rang de diminution avant la fin, et j'ai fait des côtes, et ça me fait des jolies manches ballon comme ça. J'ai utilisé un peu moins de 2 écheveaux pour cette version. J'ai encore peut-être, allez, mettons 20 grammes de ça. Donc si jamais un jour je veux le rallonger ou que j'ai un accrochage ou j'ai quoi que ce soit, j'aurai une petite boulette de reste pour ceci. Donc ça se tricote en rien parce que je crois que j'ai tricoté au moins en 10 mm, voire même 12. Je sais pas, j'ai utilisé la taille recommandée par le patron, mais c'est au moins du 10. Donc voilà, ça fait un peu quand même, ça fait pas un tissu dense, ça fait quand même des écarts entre les mailles, mais j'aime bien, et puis il est tout léger, tout mou, tout agréable, et ah oui, et j'ai rajouté une broche Laura Coupeau qui dit honnêtement je déchire. Donc voilà pour mon, je crois que ça s'appelle Benny, BE Et pour mon dernier projet fini, donc mon dernier projet fini, c'est un projet que j'avais en cours sur cet épisode-là, et c'est mon Vertices Unite. Mon Vertices Unite que j'avais repris, enfin que j'avais commencé en mars de cette année avec mes amis. Mes amis ont toutes fini leur Vertices Unite et on s'est revus en octobre et elles avaient toutes les trois leur Vertices Unite et pas moi. Donc du coup je me suis dit il faut que je le finisse. Et c'est ça qui m'a aussi donné envie de reprendre un peu tous mes projets qui traînaient des années précédentes, dont refaire les manches de ce gilet, mais aussi du coup reprendre mon Vertices Unite. Et vous allez voir pour mes projets en cours, il y en a aussi qui sont très anciens, enfin les plus anciens. Donc voilà, pour mon Vertices Unite, je vous montre la bête parce qu'elle est très grande. Donc il se commence par cette pointe-là. Donc ça, je vous l'avais déjà montré. Et là où ça avait bloqué, c'était sur la partie moutarde où je m'étais rendu compte que je n'avais pas assez de laine dans la couleur que je voulais utiliser. Et du coup, je l'ai rayé avec un autre moutarde. Donc là, voici. Toute cette partie-là qui est la plus grande, en fait, la plus longue à faire. Après, on a ce petit insert turquoise. Et après, on finit sur la l'autre pointe avec cette partie-là où Stephen West il fait deux couleurs. Moi, j'en ai intégré une troisième. Et après, on finit par cette pointe-là, où moi, je me suis amusée, en fait, à reprendre toutes les couleurs du Vertices Unite, en intégrant le rose, qui allait être le rose de bordure, comme vous le voyez sur tout l'icorn, c'est ce rose corail, que vous reconnaîtrez peut-être, parce que c'est le même rose, c'est le Cashmere Premium, que j'avais utilisé pour mon petit foulard de My Favorite Knitwear. Donc voilà, Stephen West, j'allais dire. Vertices Unite de Stephen West. Moi, je l'ai tricoté en 4 mm parce que, comme vous savez, comme je vous dis tout le temps, je tricote serré. Et bon, je le mets sur mon autre châle. Mais je le porte tout le temps depuis. Il est très très bien. Le seul inconvénient que je vois à ce genre de châle, c'est qu'il y a toujours des pointes hyper longues dont je sais pas trop quoi faire. Mais bon, c'est pas grave, on les entoure un peu comme ça. Ou sinon, parfois, je fais un petit nœud. Je crève de chaud. Sinon, je fais un petit nœud comme ça et je le remets hop à l'intérieur. Et comme ça, on a les petits trucs qui pendent. Mais bon, ici, comme cette pointe-là, c'est vraiment une de mes parties préférées du châle. Je suis presque contente qu'elle se voit. Parce que voilà, sinon, s'il avait été tout entouré, elle se verrait presque pas. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour les laines, récapitulons parce que il y en a un paquet et c'est toutes des vieilles références que j'ai de festivals où j'ai été. Donc c'est un peu un châle souvenir aussi. Donc la rose, comme je vous ai dit, c'est mon reste de Cashmere Premium de mon petit foulard. Pour cette partie-là, la seule laine superwash qu'il y a dans ce châle, qui est celle-ci, c'est de la bien aimée Merino Singles coloris Andromeda que j'avais acheté au Festival d'Édimbourg 2017, puis là avant d'ouvrir la boutique.
La rose Parme, là, qui est là, c'est la base terrestre de Dorian de Maison Septembre dans un je sais pas quel coloris. Ici, j'ai mélangé la même base terrestre dans un coloris moutarde avec de la lame Nivendole. Je crois que c'est une base laine et alpaga. Donc, aussi non superwash. Là, pour tout le reste, c'est des non superwash. Ça, c'est de la lame Nivendole alpaga cachemire. Donc, elle est ultra douce. Ça, c'est les mêmes. Et ça, c'est les mêmes. Juste agencées de différentes couleurs. Voilà. Donc, très contente de ce châle. Que j'aime beaucoup, que je trouve très pratique à porter, malgré le fait de voilà, des petites ailes qui pendouillent, que j'aime vraiment beaucoup, les couleurs, les trucs, et j'aimerais vraiment en faire un autre. Je trouve que c'est pour épuiser un peu des stocks ou pour utiliser des écheveaux solitaires, il marche très bien. Moi j'ai épuisé tous les chevaux de la bien-aimée et les autres c'était des 50 grammes, donc pareil, tout a disparu. Et il me reste un gros reste du moutarde, enfin un reste du moutarde et un plus gros reste du parme, du rose parme qui est là. Donc voilà, très contente de mon Vertices Unite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo parce que je pense que j'ai tout dit. Voilà, j'ai tricoté en 4. Et c'est un mélange de laine fingering et fingering non superwash, donc un tout petit peu plus épaisse. Mais voilà, il est parfait, je l'adore. C'est mon 3e projet fini, je crois que je vous en ai présenté 2 autres. Et mon dernier, si ma mémoire est bonne. Ouais. Donc passons au projet en cours. Je vais vite, dis donc. Passons au projet en cours. Je vais vous montrer. Allez, puisqu'on est dans finissons les vieux trucs et tout ça, je vais vous représenter mon plus vieil en cours, qui est un gilet de Thea Coleman qui s'appelle Dolin et que j'avais monté pour le Caston de Noël de 2020. Donc ce gilet que, si vous me suivez au moins depuis décembre 2020, vous le connaissez. C'est un gilet que je tricote dans une laine que je n'ai plus en boutique, mais que je vais peut-être rentrer. Pareil, dites-moi si elle vous intéresse à nouveau. C'est la Wild Wool d'Erica Knight. Je l'ai arrêtée en vrai juste parce que j'ai énormément de références déjà en boutique et que parfois je mets en pause certaines, mais c'est pas parce que je n'aime pas ou c'est pas parce que rien du tout, c'est que parfois il faut faire des choix malheureusement et il y a des laines qu'on sacrifie plutôt que d'autres. Donc là c'était la Wild Wool coloris Brisk, c'est le 705, c'est un vert un peu gris, très beau vert gris. C'est une laine qui se tricote en 4,5. Et donc moi je tricote donc ce gilet Dolin que j'avais fait le dos, c'est un gilet qui se tricote par morceaux, dos, devant et devant, et après on fait les coutures, on relève les mailles pour les manches, on fait les manches en rond et après on relève les mailles pour les pattes de boutonnage. Donc jusque là c'était facile, j'avais fait mon dos, j'avais fait mon premier devant, j'avais fait mon deuxième devant et je m'étais trompée, j'avais tout défait, j'avais repris, ça m'avait saoulée. Ça m'avait saoulée et en plus j'avais fait des modifications sur le col est légèrement enlevé. J'avais fait moi-même des modifications parce que moi je fais une version, j'ai raccourci en fait le gilet et du coup je l'ai mis en boule et je l'ai plus touché du tout depuis mais enfin c'était pas depuis 2020 mettons. Donc ça me pesait un peu d'avoir ce truc à moitié fini où il restait que un demi devant, une manche et les pattes de boutonnage. Et là, en reprenant mon Vertices Unite, en refaisant les manches et tout ça, je me suis dit, allez, c'est le moment, je m'assois, je me pose et je vois ce qui se passe et je vois si je suis capable de retrouver mes modifications. En effet, ça m'a pris peut-être 10 minutes à comprendre les modifications que j'avais faites. Je les ai notées sur un papier et après, il restait plus qu'à faire. Donc je vous montre d'abord le dos pour que vous compreniez un peu quel est le motif de ce patron, parce que c'est un patron avec de la torsade et de la dentelle. Donc voici le panneau, donc le dos il a été bloqué au tout début, donc là je le rebloquerai tout entier. Mais voilà, donc je vais vous montrer les deux côtés. Voilà, donc ça c'est le dos, vous avez donc du jerse au milieu et les panneaux de dentelle et de jacquard sur les côtés qui se suivent sur les devants, donc voilà les devants qui sont pas bloqués. Voilà. Donc voilà, et là ici il y aura la patte de boutonnage après que je ferai. Et donc le deuxième devant
que j'ai fini avec les bonnes modifications, qui était le devant gauche. Donc lui, c'est celui que j'ai fini. Donc il m'est resté ça à faire. Mais bon, comme il y avait les diminutions ici, que je devais reprendre et suivre et tout ça, bah voilà, c'est ça. En vrai, enfin, c'est nul. Mais bon, parfois on se fait des blocages totalement absurdes. Et là, comme vous voyez, j'ai repris la manche et je suis en train de suivre bêtement. En plus, j'avais même sur la première manche, j'avais même mis les marqueurs et tout ça. Donc là, ce que je fais, c'est que j'avance, je prends un marqueur de l'autre côté, je le mets ici et ça me permet de bien suivre ce que j'avais fait pour la première fois. Donc voilà, il me reste à finir la manche, relever les pattes de boutonnage, le bloquer et il sera fini, fini de chez fini. Il est très beau, j'adore la couleur, le patron je l'aime toujours, donc 2 ans après, en fait c'est ça, je me suis même posé la question en disant ah bah je l'avais fait même un peu court, je pourrais le rallonger, mais je sais que si je le détricote, je le retricoterai pas. Et j'avais pas envie d'avoir cette laine là dans mon stage, d'autant plus que c'est une laine qui est non. Enfin, et c'est une laine mèche, donc elle est retordue uniquement sur elle-même, donc c'est une laine qui crée quand même un halo. Je dirais pas qu'elle s'abîme, mais elle crée un halo. Et plus on va la détricoter, plus on va la retricoter, plus je pense qu'elle va s'abîmer ou elle va un peu plus boulocher et tout ça. Donc j'ai pas envie qu'elle s'abîme, j'ai pas envie de la regarder dans mon stock pour rien en faire. Je le trouvais très beau, donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je l'ai fini. Enfin, je suis en train de le finir. Et voilà, rien à voir avec le patron. Le patron, il est limpide. C'est juste moi, les modifications que j'avais faites, que j'avais pas notées, parce que je l'avais fait dans la foulée, la deuxième devant, et que j'avais dû le détricoter, et qu'après ça m'avait fatigué et je l'avais pas repris. Mais sinon, le patron, il est limpide. Si vous le suivez à la lettre, il est très très clair. Les diagrammes sont très très clairs. Rien à voir. Thea Coleman, c'est en plus de mes créatrices préférées. Si vous recherchez des patrons avec des torsades surtout avec des torsades, ils sont top top top. Donc voilà, rien à dire sur le patron, il est parfait, c'est juste moi et mes complications. Donc voilà pour mon Dolin, il va bientôt être fini. Je n'y crois pas que je vais le finir. Là j'ai entamé une nouvelle pelote, je crois que je le peserai, mais je crois que je vais en utiliser 5 au total, sachant que celle-ci, je pense pas que je la finisse totalement, mais ouais, elle sera presque ou peut-être qu'il faudra que j'utilise la dernière que j'ai, je sais pas. Mais en tout cas, je vous dirai quand il sera fini, je vous dirai le total des comment on dit, le total des écheveaux utilisés. Donc voilà pour mon Dolin. Donc là, je le tricote que ça. Je suis en mode, comme vous pouvez voir, monoprojet. J'ai fini mes 2 petits pulls, j'ai fini mon vertices, j'ai fait mes manches, j'ai repris mon Dolin. Donc tout va bien. Et j'ai aussi en cours mon écharpe Salvatica que je tricote avec Juliette. Donc Juliette, pour ceux qui arrivent, c'est ma collègue. Et donc c'est cette écharpe là qui est dans le pom-pom numéro 38. Donc ce pom-pom de l'automne, c'est un pom-pom d'automne 2021. Donc c'est l'automne de l'année dernière. Et donc je veux juste vous la montrer parce que j'ai annoncé un chouïa et je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait tout simplement parce que je crois que la dernière fois ça se voyait pas énormément bien. Donc voilà comment ça rend. Donc là j'ai fini le premier insert de couleur et voilà. Juliette m'a dit qu'elle est arrivée, elle a dépassé la moitié de son écharpe donc c'est trop cool. Je suis vachement en retard. Voilà, donc ce patron il est tricoté tout simplement en point mousse et en fait c'est plus facile que de l'intarsia parce que vous prenez la deuxième couleur qui est un mohair, donc là je fais avec ce fil là de la mohair coton de Langue, non n'importe quoi, de Katia, qui est un light fingering coton et mohair, et après je la double avec des petits restes qu'on avait entre Juliette et moi, on avait plein de restes de mohair et on les mélange en fait, on tricote ensemble ou on tricote tout simple le noir en fonction du diagramme et du dessin qu'il faut créer pour le diagramme. Donc c'est un patron qui est simple à tricoter, par contre c'est pas un patron facile d'emporter de partout parce que comme vous voyez, si je tombe sur cette section là, j'ai 3 pelotes en même temps, la noire, la grise et la verte. Et du coup, comme elles se mélangent et tout ça, et comme aussi il faut consulter le diagramme qui est quand même pas de toute il est facile à lire, mais ça reste un diagramme qu'il faut suivre, donc du coup c'est facile à tricoter, mais c'est pas facile à transporter de partout.
Donc c'est pour ça que j'ai pas trop avancé dessus, d'autant plus que là je suis en mode monoprojet, donc ça va être ma prochaine... ça et mon écharpe, vous vous souvenez, si vous avez regardé l'épisode du mois de janvier, je fais une écharpe en jacquard, très simple à faire, mais en jacquard quand même, avec ma mère et 2 amis en cale à l'année. Et là, je m'étais arrêtée au mois de... Parce que pendant l'été, je ne l'ai pas du tout touchée parce qu'il faisait trop chaud. Et qu'elle commençait à être longue et on l'avait sur les genoux et c'était pas possible. Et du coup, je crois que je suis au mois de septembre. Donc il me reste octobre, novembre à faire. Et je pense que dans la foulée, je vais finir décembre. Et s'il me reste de la laine, je continuerai jusqu'à ce que j'épuise quasiment toute la laine ou que l'écharpe soit de la bonne longueur. Parce que je pense qu'elle est quand même prévue pas très très longue. Et moi, j'aime pas avoir une écharpe qui m'arrive là parce que ça tient pas. Donc voilà, donc là après mon douline, je vais me concentrer sur mon écharpe et de temps en temps quand j'aurai plus envie de tricoter l'écharpe, je ferai celle-ci. Donc voilà, ça c'est pour mes projets écharpes. L'écharpe en jacquard, je ne vous l'ai pas montré pendant toute l'année parce qu'en fait ça revient au même, c'est tout dans le même diagramme qui se répète. Donc je vous avais dit, je vous la montre en janvier et je vous la remontrerai en janvier prochain ou en décembre quand je l'aurai fini. Comme ça, redécouvrirez le patron et tout ça en même temps. Donc, et puis vous verrez le projet fini aussi. Donc ça c'est mon projet en cours qui est tout le temps en cours pendant toute l'année, qui est bien avancé. Et ma foi c'est tout pour le tricot. Je vais passer au filage parce que j'ai deux choses à vous montrer en filage et une nouveauté aussi de boutique à vous montrer concernant le filage. Donc c'est parti. Donc passons au filage. Pour le filage, j'ai donc 2 choses à vous montrer. La première, c'est ma dernière fibre terminée. Elle n'est pas lavée, donc c'est pour ça qu'elle est un peu encore rigide et qu'elle a encore des petits plis. Mais je voulais vous la montrer, donc je la laverai tout à l'heure, ce soir. Vous voyez, elle s'en mêle, elle rebique en fait, parce qu'elle n'est pas encore lavée. Donc c'est une fibre où j'ai mélangé plein de petits bouts. Vous savez, moi en boutique j'ai de la fibre à filer et je les reçois en paquet de 10 et je les mets en paquet de 100 grammes. C'est moi qui le fais manuellement, les tresses. Et parfois j'ai des petits bouts en fait, parce que peut-être qu'il y a des 1,10 kg ou 1,20 kg, etc. Donc les petits bouts, je les récupère. Et là, j'avais envie de faire des tests de filage, dans le sens où j'ai pratiqué aussi... il y en a que j'ai filé normal à la suite de la couleur, et il y en a que j'ai filé dans le pli. C'est-à-dire qu'on découpe. On sépare... pardon pour le bruit du plastique. Alors si... Bon là c'est de la cardée mais c'est le même principe. Si je coupais là un bout en fait, je couperais un bout, bon je peux le faire, je coupe un bout comme ça et au lieu de la filer comme ceci, donc dans la longueur de la fibre, je vais la filer dans le pli en fait, donc, comme ça. Et ça, le pli va venir d'ici. Donc ça va créer aussi ce qu'on appelle de la cardée ou de la woolen. Et ça va faire, comme je file pas en cardé, ça va faire un semi-woolen. Donc voilà, toutes les fibres vont venir comme ça et ça va filer à partir de là. Ce qui fait que quand on a des mèches, des rubans où il y a plusieurs, donc il y a du rose, du bleu, du jaune, tout ça, à la suite, les uns contre les autres. Si je sépare comme ça par petits morceaux et que je file et je la file comme ça, là il y a le rose qui va venir en premier, le jaune qui va venir en premier, le bleu, etc. Et ça va travailler la couleur différemment que si je les filais toutes à la suite ici, comme ceci. Donc ce qui va faire que si je les file normalement comme ça à la suite, ça va me mélanger les couleurs et ça va créer une couleur un peu plus unie, mais avec des petites touches de couleur. Alors qu'avec la technique du pli, du fond là, la technique du pli, je mélange les langues dans ma tête alors que je le dis correctement. Et ça fait des choses, alors que je vous montre un exemple. Voilà, la technique du pli, ça va faire plus cet effet là, où on dirait presque qu'il y a un brin. Bon là c'est un 3 brins que j'ai filé, et on dirait presque qu'il y a un brin de chaque couleur en fait. Alors que par exemple, le vert que j'ai ici, je ne l'ai pas fait dans le pli, et on dirait que de loin on dirait que c'est une seule couleur, alors que si je m'approche il y a effectivement des petites nuances,
mais on dirait que c'est une seule couleur. Donc là, j'ai accumulé tous mes petits bouts et je les ai filés comme ça et ça va faire les cheveux comme ça, assez chamarrés. Mais je pense, enfin, je sais pas ce que je vais en faire. J'avais pensé peut-être faire une housse de coussin en faisant des granits, ça pourrait être marrant parce on pourrait penser que j'ai changé à chaque fois la couleur du granit, alors que non, c'est l'écheveau qui va changer tout seul. Bon bref, c'est plein de qualités différentes, principalement du mérinos, et voilà, plein de coloris différents. Donc ils sont à la suite, donc il va y avoir peut-être 5 grammes de rose, 10 grammes de violet, 3 grammes de vert, etc. Donc voilà, j'ai repris le fil, j'ai vidé mon rouet avec ça, donc c'était pratique et ça m'a permis de finir ça qui était sur mon rouet depuis plusieurs mois et de pouvoir commencer un nouveau projet. Donc là, mon nouveau projet, c'est ceci. Donc c'est un dégradé de 5 tonalités de gris. Donc là, j'ai fait les deux plus foncés, le presque noir et le gris anthracite. Ça, c'est des des pelotons de 25 grammes de laine cardée. Je sais pas ce que c'est comme laine cardée. Je crois que c'est ça m'a l'air être du Shetland, mais peut-être pas. Donc je sais pas. Je sais plus ce que c'est. Ça fait hyper longtemps que je l'ai dans mon stock. Donc voilà j'arriverai pas à le tenir dans les mains. Donc voilà le dégradé comme ça. Voilà le dégradé. Donc ça suit en un rien. Et je vais faire du 3 brins. Donc là, mon brin, si je lâche mes trucs, j'aurai des mains. N'est-ce pas? Donc là, mes brins célibataires sont épais comme ceci. Donc je vais faire un 3 brins. Ce qui fera à peu près de la worsted bien gonflante, presque de la hareng, parce que je veux faire ce bonnet-ci, je vous mets la photo quelque part, qui est un bonnet de Ella Gordon, qui est si je me trompe pas, qui est une créatrice des îles Shetland, et elle fait beaucoup de patrons en jacquard. Là, elle en fait moins, j'ai l'impression, mais j'aime beaucoup ses patrons, j'en ai jamais tricoté pour le moment, et ça fait très longtemps que je la suis. Et j'avais repéré ce bonnet et j'avais eu cette fibre là, je sais plus où je l'avais acheté, bref, et je m'étais dit un jour je filerai, je tricoterai le bonnet. Et du coup, l'autre jour je savais pas quoi trop filer de tous mes projets parce que souvent j'ai que des 100 grammes isolés, j'ai pas des quantités pulls ou des quantités projets, tout ça, et j'aime bien filer des trucs très colorés, très sympas, mais après je sais pas quoi en faire, donc j'ai plein d'échevaux à la maison qui sont solitaires. Donc là, je me suis dit, et en plus, il faisait un peu sombre parce que c'était la nuit. Je me suis dit, tu sais quoi, tu vas filer un truc où tu vois bien la couleur, où t'as pas de changement de couleur, comme ça, tu es sûr que le résultat final va te plaire. Parce que quand on file des trucs avec des couleurs, en fonction du rendu qu'on veut faire, on a quand même besoin de bien voir ce qu'on est en train de faire pour gérer les couleurs et les répartir ou les diviser correctement. Et là, j'ai revu ça, je me suis dit, tiens, un truc facile, un truc zéro cerveau. En plus, je suis en train de le filer cardé, donc c'est-à-dire en mettant de l'air à l'intérieur et en tirant de ma fibre. Et du coup, ça me fait pratiquer ma technique de filage cardé, donc c'est parfait. Je ferai un retors Navajo, donc un retors où on fait des sortes de chaînettes au crochet, c'est le même retors que j'ai fait pour les chevaux que je vous ai montré. Et du coup, ça crée un 3 brins. Et ce 3 brins va me faire, j'espère, l'épaisseur nécessaire pour le bonnet. Et comme ça, je pourrai même tricoter le bonnet après à la suite. Donc voilà, c'était mon petit projet filage du moment. Parce que j'ai reçu de la nouvelle fibre. Et c'est ça qui m'a donné envie de refiler. Parce que je vous dis, j'ai pas de quantité pull parce que j'achète que des trucs très mouchetés ou très colorés. Et là, j'ai été contactée par une marque qui fait de la laine et tout ça, et s'ils essayent de récupérer les moutons de leur pays, je pense que c'est, si ma mémoire est bonne, c'est la Slovaquie. Oui, c'est ça, c'est la Slovaquie. C'est la marque Mokosa. C'est marrant parce que Mokosa en espagnol, ça veut dire gamine. Genre gamine, une gamine, mais c'est presque un peu péjoratif. Donc du coup, bon, le nom, on l'écrit pas comme ça parce que c'est avec un Q, mais voilà, donc Mokosa, c'est une marque slovaque. Ils font de la laine teinte aussi, et surtout ils font, et surtout non, mais moi ce qui m'a intéressé, c'est pour ça que je les ai rentrés, ils font de la fibre, et de la fibre teinte. Donc, je vais vous montrer les coloris qu'on a rentrés en boutique. Voilà, il y a aussi un gris, mais je l'ai pas trouvé dans le carton, mais il y a une sorte de gris un peu gris grège, donc c'est cette couleur-là teinte avec un peu de gris. Donc ils ont deux bases différentes, mais moi j'ai choisi celle-ci qui est de la, je crois que c'est de la Suffolk.
en termes de qualité, ouais, c'est ça. Ouais, c'est de la Suffolk, qui apparemment est une qualité qui. Enfin, une qualité. Une race de mouton qui est élevée pour leur viande. Et eux, ils récupèrent la fibre pour faire leur laine et pour faire leur fibre. Elle est vraiment très très douce. C'est une fibre un peu longue, comme. Ouais, c'est une fibre un peu longue, qui est assez moelleuse. Et elle est très très douce. Donc moi j'ai choisi, j'ai pris tous ces coloris là. Et j'aimerais me mettre de côté une quantité pull. Mais je ne sais pas laquelle. J'hésite entre le bleu et ce rouille. Je sais pas, dites-moi. Je crois que je vais aller sur celle-ci parce que j'en ai pas. Dans ce bleu. Si j'ai un gilet dans ce bleu un peu violet. J'ai déjà un gilet dans cette couleur. Après j'aime beaucoup le vert aussi. Ça, j'aime bien, mais je me vois moins porter un vêtementier avec ça. Donc, bon, je sais pas encore. Mais en tout cas, peu importe, j'ai envie de finir ma fibre là pour le bonnet, pour pouvoir me choisir une quantité pull de ça et me le filer plutôt en DK. Moi, j'aime bien filer en DK, Worstin, parce que ça va vite et parce que c'est les épaisseurs que j'aime le plus tricoter finalement. Et comme ça, je me ferai un pull en mocosa. Et voilà, donc je voulais vous les présenter aussi parce qu'elles sont sur le site et que si vous êtes fileuse ou vous connaissez des fileuses et que vous voulez faire des petits cadeaux, bah voilà. Sachez aussi que j'ai reçu plein de fibres colorées comme j'ai l'habitude d'avoir, donc elles sont aussi sur le site. Je regarde là-haut parce qu'elles sont là-haut et il y a des couleurs vraiment très très sympas. Et du coup, j'avais envie aussi de rentrer un peu des unis, mettant à la main où on est encore des. Vous voyez, il y a quand même des nuances et tout ça, donc ça reste joli à filer, ça donne un peu un côté moins uni que des fibres toutes unies qu'on peut trouver aussi ailleurs. Donc voilà, et puis c'est une marque qui a l'air de faire une bonne. Ils ont des qualités de laine sympas, c'est juste que je les ai pas montrées parce que parfois, comme je vous disais tout à l'heure, je peux pas tout avoir. Mais du coup, ils sont très sympas, puis ils ont vraiment un peu le type de prise de conscience animale et sociale que j'essaye d'avoir ici en boutique. Donc voilà, c'était ma petite contribution à leur projet et du coup ma petite présentation pour vous d'une nouvelle marque slovaque. Donc c'est chouette aussi de travailler avec d'autres pays qu'on ne connaît pas et découvrir un peu des choses. Donc voilà pour tous mes projets tricot filage. On va passer aux nouveautés de boutique. Enfin, on a déjà enchaîné sur les nouveautés de boutique, n'est-ce pas? Donc on va continuer. Pour le petit... Enfin, je vous ai parlé avant des kits débutants et tout ça. Vous savez, si vous avez remarqué peut-être qu'on a fait pas mal de kits là à cette rentrée. Et je voulais tout simplement vous présenter, pas vous proposer, vous présenter le petit Sophie Scarf qu'on a fait en boutique, dont on a fait aussi un kit. Et je sais que c'est un patron qu'on a beaucoup vu et qu'on voit beaucoup en ce moment, mais je voulais vous le présenter parce que nous on l'a fait dans une qualité qui est très sympa. C'est la Cashmere Dreams de Lang et c'est un mélange. En fait, c'est leur proposition ou leur. Comment dire, pas proposition, mais c'est leur. Enfin, c'est. Ils se sont inspirés de leur fil lace mohair et soie pour créer ce cachemire et soie. Donc c'est à peu près la même présentation. C'est aussi des petites pelotes de 25 grammes. Il y a presque 300 mètres. Et avec une pelote, vous faites... ça, c'est la version la plus longue de la Sophie Scarf. Donc vous faites largement... il y a largement de quoi faire cette version-là. Et voilà, donc c'est une qualité extrêmement douce qui a un super tombé. Je pense que j'ai jamais touché à un truc aussi... Enfin, c'est vrai que le cachemire, je dis toujours la même chose. J'ai jamais touché à un truc aussi doux, mais celle-ci, elle est vraiment, vraiment très très douce. Le tombé est super sympa et ça vous permet soit de tester une nouvelle qualité sans vous ruiner, parce que parfois on a envie de tester de nouvelles qualités, surtout quand c'est des matières cachemire, soie, ce genre de choses. Et aussi de faire de jolis cadeaux, ou par exemple pour les personnes qui sont très sensibles, qui pour au niveau du cou en plus qui est une des parties les plus sensibles, ne supporte rien, ça peut être un bon petit cadeau et un bon fil pour l'utiliser. Il y a pas mal de coloris, en plus j'en ai commandé 2 nouveaux qui seront en ligne à la fin de la semaine. Je crois que j'ai commandé un caramel et un bordeaux. Et ça vous a beaucoup plu, on en a pas mal vendu dernièrement.
Et vous en êtes très contente parce que comme ça se tricote vite, j'ai déjà des retours. Le patron est inclus dans le kit et voilà. Je voulais juste vous donner ça. Donc nous on a choisi ce petit lavande qui est assez chouette. Je sais plus si c'est Juliette, enfin c'est Juliette qui l'a tricoté, mais je sais plus si c'est moi ou elle qui. Enfin on l'a choisi ensemble la couleur. Souvent on choisit ensemble pour voir ce qui pourrait le plus vous plaire, etc. Mais comme on a un peu des goûts très similaires parfois, parfois bah, on choisit ce qui nous plaît. Donc voilà pour la petite Sophie Scarf. Oui, c'est la Scarf parce que là elle a sorti un châle. J'ai eu des demandes si jamais on allait sortir du châle. Pour le moment, c'est pas prévu. Mais si vous avez des demandes de qualité et que vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, vous me mettez un petit mail et comme ça, on vous aide à choisir dans la couleur, dans la qualité qui vous plairait le plus et dans le budget que vous avez. Que ce soit pour la Sophie Scarf ou pour d'autres, hein, notre mail il est toujours ouvert et on est toujours contente de. Enfin, c'est principalement moi qui le fais, mais je serai toujours contente de vous répondre et de vous accompagner dans la réflexion d'une laine pour un projet ou inversement d'un projet pour une laine. Enfin, voilà. N'hésitez pas, vous pouvez utiliser la boîte mail quand vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. Passons pour d'autres nouveautés. C'est principalement des livres. Des livres qu'on a reçus en boutique. Je parle beaucoup. Le pom-pom, le dernier pom-pom, donc celui de l'hiver 2022, donc il est déjà sorti. Et je voulais vous présenter, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui me plaisent dans celui-là, notamment ce châle. Alors, je vais essayer de trouver des photos où il n'y ait pas les patrons, parce que j'aime pas quand même trop présenter les patrons, même si, bon, sur une page, vous n'allez pas... Forcément, je vais pas le trouver. Donc, le patron de châle, celui-là, je l'adore. J'aime pas trop les couleurs, c'est pas trop mes couleurs. Mais je l'imaginerais bien dans un bleu nuit et un beige ou quelque chose comme ça qui fasse vraiment lunaire. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un de mes coups de cœur. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que je garde le... Parce que les magazines, je les garde pas tout le temps. Enfin, je m'en prends pas tout le temps, mais là, oui. J'aime beaucoup aussi... J'aime beaucoup le pull d'Audrey qu'elle a fait. En plus, il est en deux versions. Il est en version pull col rond et en pull sans manche col V. Donc là, on voit le col V. Donc en plus, vous avez un pull x2 parce que vous avez... si jamais vous avez envie de modifier et d'avoir un col V, ça je trouve ça génial et je trouve que ça fait quand même un bonus important. J'aime beaucoup ce bonnet. Je pense que je vais me tricoter et je dois avoir des coloris similaires ou avec les coloris qui me restent, des toutes petites boulettes qui me restent de mon Vertices Unite plus un crème et un écru. Je pense que celui-là je vais me le faire pour aller avec mon Vertices Unite cet hiver. Et le dernier coup de cœur vraiment c'est celui-là. C'est le gilet avec ce col comme ça qui en plus est tricoté dans la gilet coloris amarante que j'ai en boutique. Donc je suis très tentée par me la mettre de côté. Mais bon, voilà, on va se calmer parce que j'ai un stock qui débloque. Et après, j'aime beaucoup celui qui est en couverture, celui-là. Peut-être pas dans ces mêmes couleurs. Moi, je suis pas très orange moutarde comme ça, mais j'aime beaucoup cet effet-là. J'aime beaucoup le pull, la forme, même pour le faire en uni ou en uniquement bicolore. Je l'aime et je le trouve très très original. Avec ce gros raglan avec beaucoup de mailles là pour le raglan. Donc très très sympa. J'aime beaucoup qu'ils aient introduit des modèles ou des looks un peu plus non genrés en fait. J'aime beaucoup ça parce que ça parle quand même de l'actualité du monde et ça pour moi c'est important aussi. Et après il y a d'autres gilets et il y a aussi un bonnet que j'aime bien aussi en color block comme ça en intarsia, très sympa aussi. Donc vraiment pour vous le dire, je l'ai gardé pour moi parce que je trouve que dans celui-là, il y a du potentiel. Il y a un autre châle aussi que je pense a beaucoup plu, c'est celui-là. Avec le jacquard comme ça. Jacquard ou mosaïque, je sais pas, je pense que c'est du jacquard, mais il est très sympa aussi. Donc voilà, celui-là, je vous parle que des bouquins, enfin, que des bouquins. Je vous parle de bouquins, mais c'est des bouquins qu'en plus je me suis gardé pour moi. Comme je vous dis, c'est pas toujours que je me mets des livres de côté ou que je me les achète. Mais ces trois-là, oui. Le suivant, c'est le Kalevala, donc le Knitted Kalevala. Si vous connaissez pas la Kalevala, je vous fais la version rapide. Le Kalevala, c'est en fait une sorte de recueil de contes et d'histoires et de poèmes scandinaves, surtout finlandais,
finlandais. Finlandais peut-être. Bon, je suis un peu perdue dans ma géographie. Et donc cette autrice qui s'appelle Jenna Kostet, que vous connaissez certainement par un modèle qui a beaucoup circulé les dernières 2 années, je dirais, ou la dernière année. D'ailleurs, Juliette, elle le portait hier parce qu'elle l'avait tricoté. Et elle l'a repris un peu dans ce livre. C'est pas exactement la même, mais c'est un pull qui avait ce motif-là, mais en bas. Et donc c'est cette créatrice-là qui, avec voilà, celui-là, qui avec l'Aide Magazine a créé ce livre-là. Donc en inspiration du Kalevala, donc de ses contes et de ses poèmes-là, en les introduisant dans le livre. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas un livre que de patrons, c'est un livre aussi où il y a de la poésie, il y a des contes, il y a toute une histoire derrière, aussi bien histoire grand H comme histoire de ce que raconte le Kalevala. Elle a créé, elle s'en est inspirée pour créer des patrons uniquement en jacquard. Dans mes préférés, il y a celui-ci. Donc vous voyez, elle introduit des petits animaux parce que certainement dans les histoires qui accompagnent donc cette inspiration, il y a des petits animaux. Il y en a un autre avec des chevaux. Moi j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve hyper original. Dans les couleurs aussi, même si moi je le clair, j'ai un peu du mal, mais je le trouve très très beau. Donc voilà celui avec les petits chevaux, qui est très sympa aussi. Même si je suis moins fan de... Il y a celui-là aussi, avec un très beau panneau. Mais c'est pas mon préféré. Il y a des chaussettes aussi. Il y a 2 paires de chaussettes. Il y a un gilet. Il y a surtout des pulls, mais il y a aussi des gilets. Voilà, les chaussettes, elles sont très très sympas. Je les aime beaucoup. Donc voilà, ce Kalevala, j'ai hâte de le lire parce que, bon là en ce moment je suis en train de lire l'autre livre que je vais vous présenter et dès que je l'aurai fini, je me plongerai dans celui-là pour lire un peu le Kalevala, pour bien découvrir les patrons qu'il y a dedans. Il est sorti le 11 novembre, donc il est dispo et franchement si vous avez un beau cadeau à faire là pour les fêtes de fin d'année, ou un beau cadeau à vous faire offrir, ça c'est un très très bel ouvrage. Est-ce qu'elle dit combien? Il y a 18 patrons et du coup ils sont tous créés à partir d'une histoire du Kalevala. Donc je trouve que c'est hyper original enfin hyper original. Je trouve que c'est important parfois de faire une connexion des patrons et de l'inspiration qu'on a, et surtout si c'est connecté à une littérature et à une tradition. Je trouve que ça, enfin moi personnellement ça me parle beaucoup. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Et celui que je suis en train de lire en ce moment, c'est le gros, L'art de la laine dans les Alpes du Sud, écrit par Dominique Lucchini. Je crois que ça se prononce Lucchini, avec 2 C, ou Lucchini, je pense que c'est avec un C. Et qui retrace, en fait, je vous raconte un peu la petite histoire. C'est donc Dominique qui, je ne sais pas s'il vit ou s'il passe des périodes de l'année dans les Alpes du Sud, qui découvre lors d'un vide-grenier chez quelqu'un des couvertures anciennes en laine, tissées, mais avec des techniques aussi bien pour le filage que pour le tissage traditionnelles et faites à la main. Donc ces couvertures-là l'émerveillent, et à partir de ces couvertures-là, il décide de retracer cette histoire et puis aussi ce savoir-faire qui, il se rend compte, est en train de se perdre, puisque les personnes qui ont les dernières connaissances de ce savoir-faire sont dans les 80-90 ans. Donc c'est des personnes qui ne produisent plus ces couvertures bien sûr, et qui n'ont pas ou peu ou pas pu transmettre ce savoir-faire. Donc c'est une tradition c'est une tradition textile de la France et en partie de l'Italie qui est en train de disparaître, voire même qui a disparu en fait. Et donc Dominique, il a rencontré plein de personnes des gens des montagnes en fait, qui ont grandi dans les montagnes et qui ont vécu ça étant enfants ou jeunes. Et du coup il s'intéresse à tout ça, il va les voir, et
depuis 2017, il travaille dessus pour faire ce livre et récupérer toute cette histoire. Et tout ce savoir-faire et le mettre dans un livre de façon à ce que c'est presque aussi en même temps c'est une sorte de roman, enfin c'est pas un roman parce que c'est pas de la fiction, mais c'est écrit de façon qu'on puisse le lire comme un livre d'aventure ou comme un livre, je saurais pas trop comment dire, mais c'est un livre presque aussi d'initiation parce que ça nous fait passer par toutes les étapes depuis le mouton jusqu'à la teinture et jusqu'au tissage de cette matière-là et tout ça. Mais ça pourrait presque être pris aussi presque comme un ouvrage technique où on aurait des indications à peu près de quels étaient quels étaient les outils, quelles étaient les façons de faire, quels étaient les métiers à tisser ou les fuseaux et voilà les techniques de teinture et tout ça qui ont été utilisés pour ce textile-là de ce lieu concrètement. Donc c'est un très bel ouvrage, c'est facile à, comme je vous dis, c'est facile à le lire comme de A à Z. Vous pouvez aussi le lire, là je vais lire la partie comment ça s'appelle, que le filage ou que le tissage en fonction de ce qui m'intéresse. Vous pouvez, si vous avez des parties trop techniques, les zapper et ça va pas vous faire perdre de l'intérêt du livre. Moi, par exemple, comme toute la partie tissage où je comprends pas beaucoup, j'ai survolé un peu, j'ai lu à la diagonale parce qu'il y a du vocabulaire de tissage que je ne maîtrise pas. Mais c'est intéressant parce qu'il a fait même faire des dessins en fait pour qu'on comprenne comment on ourdissait à l'époque, machin. Enfin, c'est vraiment très très intéressant. Ça paraît très concret de cette partie-là de la France à cette période-là, etc. Mais en même temps, c'est valable pour... Finalement, c'est très universel, en fait, comme récit, dans le sens où, des savoir-faire, des trucs qui étaient des textiles dont on passait toute l'année pour tondre le mouton, le filer, l'envoyer à... Toutes ces chaînes-là, finalement, c'est assez universel, ça se fait de partout dans le monde pour avoir des textiles où on puisse s'habiller et avoir voilà et utiliser ce qu'il y avait autour de nous et les savoir-faire qui étaient autour de nous. Donc finalement ça paraît très concret. Parfois j'ai des clientes qui disent mais vous n'avez pas quelque chose de plus général sur la laine, mais en fait ça c'est presque universel parce que c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire en plus. Il y avait des voyageurs qui allaient dans ces montagnes-là, de l'Italie, peut-être même de l'Espagne, qui apportaient de nouvelles techniques, etc. Donc finalement tout est mêlé. Tous les territoires sont mêlés, tous les savoir-faire, d'ailleurs ils retracent aussi des savoir-faire qui venaient du Moyen-Âge, etc. Donc voilà, c'est assez universel finalement. Et moi je me suis arrêtée, je suis à peu près à la moitié. J'ai passé le tissage et je pense que je suis... je suis à la moitié du tissage, donc je dois être à peu près... Et les photos sont très sympas. Enfin, franchement, le livre est non seulement un ouvrage historique très important et très valable, mais aussi, franchement, si vous n'avez pas envie de lire, mais juste de feuilleter de temps en temps et dire tiens, machin, il a des photos des cris anciens, des familles, des vallées, des moutons, des d'articles, d'antiquités qu'il a retrouvés qui correspondaient à la vallée dans cette période-là et tout ça, donc les outils qui étaient utilisés par ces gens-là entre le 19e et le début du 20e siècle, etc. Donc voilà, c'est un très très bel ouvrage, pareil, à vous offrir ou à offrir. Voilà, c'est rien de plus, que je sais qu'il vous a beaucoup plu parce que j'en ai même dû en recommander, donc j'en ai encore en stock, et bien sûr, et du coup voilà, c'est un très très bel ouvrage, pour moi c'est presque un basique pour connaître un peu aussi l'histoire de la laine en France et de tous ces savoir-faire qui par exemple dans d'autres pays comme par exemple au Royaume-Uni avec le tweed se sont presque institutionnalisés et c'est devenu presque ils sont fiers de leur savoir-faire et ils l'ont exporté partout dans le monde et voilà, là par exemple il le dit d'ailleurs Dominique, ça pourrait coïncider sur les techniques de tweed ou ça pourrait être un peu le tweed à la française si vous voulez ou ce genre de choses, et en fait ici on l'a juste on n'a plus eu besoin entre guillemets et puis ça s'est perdu et puis voilà, donc je trouve que c'est sympa qu'on ait des livres comme ça où on reprend un peu la tradition. Et finalement, en fait,
d'un côté, ça se perd, ou ça s'est perdu, ou c'est en train de se perdre, et d'un autre côté, on est plein à tricoter, à mettre en valeur des laines qui sont des territoires dans lesquels on vit. On est plein à savoir filer, on est plein à savoir tisser, et on est un peu les tricoteuses, fileuses, tisserandes, etc. du monde actuel. Et on a l'impression que c'est deux univers déconnectés, donc la tradition, le savoir-faire du passé, gna gna gna, et on a l'impression que ça se perd et tout. Et il y a toute cette génération actuelle qui préserve ses savoir-faire, qui les modernise aussi, qui utilise d'autres matières, qui font des mélanges, etc. Et du coup, il y a un peu ce côté, oui, fatidique de ça se perd, mais aussi ça se continue en fait. On est plein aussi à maintenir ses savoir-faire, peut-être avec d'autres couleurs, peut-être avec des matières qui viennent un peu de partout, en rajoutant des choses qu'il n'y avait pas dans les territoires avant parce que c'était moins globalisé. Mais voilà, donc sur cette touche-là, je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu. J'espère que revenir plus rapidement pour le prochain podcast. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À très bientôt. Au revoir. C'est encore moi. Je suis en train d'éditer le podcast et je viens de me rendre compte que j'ai totalement oublié de vous parler un truc dont je voulais vous parler, et une petite collaboration avec une amie, donc Elsa, mon amie Elsa, qui a son entreprise qui s'appelle Sazouche Création, m'avait demandé si je voulais parler de ses pochettes à aiguille sur le podcast, et j'avais complètement oublié de l'intégrer dans l'épisode, donc je fais une petite vidéo en édition pour vous les montrer parce qu'elles sont vraiment très chouettes et que je tenais vraiment à les montrer puisque je m'étais engagée à le faire. Donc les pochettes d'Elsa, donc Sazouche Création sur les réseaux, je vous le mets ici et je vous le mets sous la bande de description, et aussi sur le lien sur sa boutique Etsy. Fait des pochettes en tissu, totalement faites cousu main, donc qui sont parfaites pour ranger vos aiguilles interchangeables ou fixes, aiguilles circulaires. Donc comme vous voyez, elles sont entièrement doublées avec des tissus au choix. Là, elle m'a fait une pochette, elle a fait la pochette standard pour que je puisse vous montrer le choix de tissu. Là-bas, je crois qu'elle a au moins une douzaine de tissus extérieurs et intérieurs de doublure pour que vous puissiez choisir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, donc dans la pochette standard telle que vous l'achetez, parce que en fait c'est une pochette qui est très intéressante parce qu'elle est modulable. Donc comme vous voyez, elle se referme via ce système de lacet. Donc vous passez le lacet ici et vous tirez. Et une fois ouverte, je vais faire les choses bien, mais j'ai pas trop le temps parce que je suis en train d'éditer dans ma pause de midi. Donc une fois la pochette ouverte, telle que vous allez la commander en pochette standard, vous avez une trousse, donc la trousse dans le même tissu avec la même doublure que votre pochette principale, et elle a une poche. Et dans cette trousse, c'est parfait pour tout ce qui est petits accessoires, ciseaux, enfin toutes les mini bricoles qui traînent toujours dans les sacs à projet. Donc ça, la petite pochette. Et la pochette, donc je vais enlever les extras pour ainsi dire, pour vous montrer la pochette telle qu'elle est. Voilà, à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez des séparateurs qui sont dans le tissu contrastant. Donc vous avez 4 séparateurs. Vous voyez, la pochette, elle a vraiment la capacité de rentrer beaucoup de choses. Et donc la pochette vendue toute seule en pochette vient avec la trousse, et la pochette avec les séparateurs bien sûr. Et puis après, vous pouvez moduler ce que vous voulez mettre à l'intérieur. C'est-à-dire, vous pourriez mettre les choses ici en vrac, telles quelles, ou vous pouvez aussi commander à Elsa des rangements pour vos aiguilles. Alors là, j'en ai pour les aiguilles, donc présentées telles quelles. Alors je les mets dans le bon sens parce qu'elle brode les tailles d'aiguilles que vous voulez ranger dans la trousse. Donc là, par exemple, c'est des doubles pointes. Là, par exemple, ça, c'est toutes des 13, je pense, ouais. Donc ça, c'est les grosses tailles, ça va jusqu'à du 15 si besoin, et les plus petites, je crois que ça va jusqu'à 1 ou 1,5, elle m'a dit. Donc là, les plus petites, donc vous pouvez lui communiquer le nombre de pochettes comme ça que vous voulez, le nombre de tailles, et aussi la hauteur, c'est-à-dire qu'elle les fait aussi pour des pochettes
pour des aiguilles de 10 ou de 8. Enfin, vraiment, la pochette, elle peut l'adapter aux aiguilles que vous avez ou aux aiguilles que vous voulez ranger. Même des doubles pointes, comme vous voyez ici. Là, c'est des petites doubles pointes, mais il y a des doubles pointes plus grandes. Elle vous les fait aussi. Donc ça, toujours dans le tissu contrastant pour bien voir les chiffres. Et après, dans le tissu principal pour que ça fasse l'ensemble. Donc ça, vous les rangez comme vous voulez dans vos séparateurs. Donc vous pourriez dire, par exemple, mes doubles pointes, je les veux dans la section 1, mes interchangeables machin, je les veux dans la section 2, etc. Donc vous pouvez comme ça vous les séparez, ou vous les séparez par marque. Voilà, c'est vraiment à votre critère. Et après, elle fait aussi des pochons pour aiguilles. Ça c'est pour aiguilles pas interchangeables, donc fixes. Pareil dans la hauteur standard des aiguilles longues. Donc là aussi, donc vous pourriez stocker vos aiguilles circulaires fixes et les mettre couchées pareil dans une autre intersection du sac. Et après des pochettes pour câbles. Donc là, la pochette pour câbles, désolé s'il y a des bruits, mais il y a des gens qui parlent dehors. La pochette pour câbles, vous pouvez ranger autant de câbles que vous voulez, mais il y a un séparateur où comme ça vous pouvez mettre vos câbles. Donc vous voyez là, Elsa elle a mis 2 câbles dans une pochette. Donc par exemple, mettons que vous avez 3 câbles de 80, et bah vous dites dans la partie intérieure je mets les 80, et dans la partie dans l'autre pochette je mets les 60, mettons. Donc comme ça vous pourriez avoir pareil autant de pochettes que nécessaire par marque ou par longueur d'aiguille. Après chacun, l'organisation est très différente pour chacun, donc je pense que ce qui est bien dans le système d'Elsa, c'est que ça nous permet de moduler le rangement en fonction de notre méthode de rangement. Moi par exemple, mes aiguilles, je les rangeais plutôt par marque ou par type d'aiguille, c'est-à-dire toutes mes telles que je les ai maintenant, c'est par marque, et par contre mes aiguilles fixes, elles sont toutes dans une autre pochette. Donc voilà, donc après chacun va organiser à sa façon. Donc là pareil, je pourrais dire mes câbles, je vais les mettre dans cette pochette là je vais mettre mes fixes, et là je vais mettre mes trucs. Et ce qui est bien dans la pochette séparée, c'est que si par exemple vous partez en week-end ou en voyage, au lieu de prendre toute la pochette, et vous pouvez tout mettre ce dont vous avez besoin dans la trousse. Ou inversement, dire tiens, je veux prendre ma pochette parce qu'elle est confortable, mais j'ai pas besoin de prendre mes doubles pointes parce que je vais pas les utiliser. Hop, ça je le laisse à la maison, et comme ça me fait pas un poids en plus. Donc c'est assez facile de mettre, d'enlever, de combiner et de moduler, et vous pouvez rajouter autant de pochettes que vous voulez au fur et à mesure que vous en avez besoin. Elsa, elle les fait à la demande. Donc tout ça, je voulais vous le présenter du coup sur ce podcast-là parce que c'est parfait pour les fêtes de Noël si jamais vous avez des cadeaux à faire ou des cadeaux à vous offrir ou à demander au Père Noël. Donc Elsa, en ce moment, je crois qu'elle m'a dit qu'elle met un délai de jusqu'à 3 semaines, mais en vrai, elle les fait assez rapidement. Donc, mais comme là, j'imagine, elle va avoir plus de commandes. Si jamais vous voulez en commander et que ça vous a plu comme format, voilà, n'hésitez pas à passer sur sa boutique Etsy et à lui passer une petite commande. Donc voilà, les petites pochettes d'Elsa.